Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors d'abord, je voulais dire à tous un grand merci, car on a gagné en l'espace d'un mois et demi 25 000 nouveaux abonnés. Vous aimez cette formule depuis qu'on a les studios ici, depuis qu'on a ces plateaux. Voilà, vous êtes 25 000 abonnés de plus. Et on a d'ailleurs gagné, je crois, 100% en visibilité après, je crois, 2,5 millions de vues, rien que sur le mois de février. Donc vraiment, je vous remercie à tous. Donc continuez à nous soutenir, continuez à appuyer sur la petite cloche, comme ça au moins vous aurez les vidéos en avant-première. Et voilà, nous vous apporterons des émissions toujours de très grande qualité avec évidemment des invités que vous ne voyez nulle part ailleurs. Comme ce soir, voilà, ce soir, et j'ai vraiment l'infime privilège de recevoir Thierry Messant. Bonsoir Thierry Messant. Vraiment, je suis très content. Je vous ai lu il y a un peu plus de 20 ans sur le 11 septembre et ça fait plus de 20 ans que je voulais vous recevoir et pouvoir justement vous interviewer. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Vous avez fait au moins un bon voyage ? Oui, très bon. Bon, très bien. Justement, à l'époque, je trouve qu'à l'époque, on était quand même un peu plus libre à la télé, parce que vous passiez chez Monsieur Ardisson pour parler justement du 11 septembre. Aujourd'hui, vous êtes boycotté, vous sentez vraiment une différence de traitement de l'information ? Non, ça a commencé précisément avec cette affaire du 11 septembre. Et vous êtes quand même passé chez lui pour en parler ? Oui, je suis passé dans une dizaine d'émissions pendant une semaine, et brutalement, il y a eu un stop, et là, le CSA a interdit par écrit à toutes les chaînes de radio et de télévision de m'inviter. Donc ça, c'était la première fois que l'autorité qui surveillait le paysage audiovisuel prenait une telle décision, d'interdire par écrit quelqu'un. Mais c'est fou quand même. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quoi, le CSA et aujourd'hui l'ARCOM, ce sont des agences d'État qui empêchent justement la diffusion de l'information ? Aujourd'hui, l'ARCOM, je ne sais pas, mais le CSA était devenu un instrument de censure. Ça, c'est très clair. En plus, les arguments qu'il avait avancés étaient vraiment ridicules. C'était quoi les arguments ? Que je disais manifestement quelque chose de faux. Mais quoi ? Ce qu'ils ne savaient pas, parce que vous avez enquêté, ce qu'eux n'ont pas fait pour le coup. Oui, mais j'aurais pu me tromper, mais il fallait dire en quoi je me trompais. Ils ne l'ont jamais dit, évidemment. Alors, vous êtes président du réseau Voltaire. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un réseau de gens qui vivent sur la même ligne avec l'idée de résister au discours des straussiens, des néoconservateurs qui s'est développé dans le monde depuis 20 ans. C'est-à-dire, il y a une différence j'imagine, entre M. Chirac et M. Sarkozy, qui a fait venir à l'époque David Lévite, je crois, au Quai d'Orsay, et les conservateurs, du coup, des néocons, comme on appelle, ont pris le pouvoir dorénavant. Mais ça n'a aucun rapport. Jacques Chirac était un gaulliste. Alors, est-ce qu'il a appliqué son idéal ? Ça, c'est autre chose, mais c'était sa référence. Bon. Alors que ses successeurs n'ont rien de gaulliste du tout. Voilà, donc Nicolas Sarkozy a été formé par la CIA quand il était adolescent. Bon, François Mitterrand est quelqu'un qui a été choisi parce qu'il était incompétent et qu'il ne faisait il ne gênait personne au sein du Parti socialiste. Et Emmanuel Macron est un excellent acteur, mais ça n'en fait pas un homme politique. Donc, tous ces gens-là sont dépassés par ce qui se passe au plan international. Alors, on va présenter d'abord les gens qui sont tout autour de vous, et puis on va venir à l'entretien entre vous et moi. On va parler justement du Moyen-Orient, de ce conflit, et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, à votre droite, Claude Janvier, essayiste, il a écrit « Les démasqués » chez K Éditions. Salut cher Claude, comment tu vas ? Bonsoir Mike, je vais très bien et un grand merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de te voir ici en plateau. D'ailleurs, d'habitude, j'étais toujours en visio, ou alors j'étais à la radio, mais là, pour une fois, j'étais en plateau. C'est bien, j'aime bien aussi. C'est le contact. Ça change, hein ? Ah oui, c'est sympa. C'est franchement sympa. Oui, absolument. En plus, toi, tu connais bien Thierry Messant.
On se connaît bien, effectivement, tous les deux. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Merci à toi, cher Claude. En face, notre ami Jean-Maxime Corneille, analyste. Il traduit des livres, dont le dernier Petchnik, et aussi Le charme discret du djihad. Comment ça va ? Ça va formidablement bien. Hier soir, nous avons fait l'émission correspondante à mon article dans la revue de ce mois-ci sur les idéologies, justement, le vaste sujet. Des constructions d'idées artificielles. T'as dit quoi, du coup ? Qui ont prétention à remplacer la réalité et qui aboutissent à l'autodestruction des gens qui les portent. Avec en plus, le point 4, une fâcheuse tendance à zigouiller ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Ah bon, ça va jusqu'à là. C'est le sujet qui n'est jamais défini, qu'on utilise de toutes les façons possibles pour nous vriller le cerveau, alors qu'on en bouffe tous les jours, mais à un moment, il faut se poser des questions. Tu as en plus ton livre de notre Ah non, c'est Thierry le Messant. livre de Thierry Messant aux éditions 2001, fait dédicacer. sous nos yeux, que j'ai fait dédicacer, exactement. Donc il est très content ce soir. Crucial pour l'époque, justement. Dans les éléments qui étaient renfermés étaient vraiment extrêmement importants pour comprendre ce qu'il se passait au Moyen-Orient, avec égard également pour ce qu'il se passait aux États-Unis. C'est en lien avec Steve Petchenik, dont j'ai été le traducteur en français. Vous devez savoir de qui il s'agit. Le plus grand lanceur d'alerte qui avait été, dès avril 2002, le lanceur d'alerte du renseignement militaire américain, donc la DIA, qui avait balancé la vérité au sujet du 11 septembre. Et ce n'était pas exactement celle qui était dite. Donc lutte d'influence à la fois aux États-Unis, en Israël, dans tout le Moyen-Orient, dont vous avez été vraiment le porteur, avec, il faut dire, un véritable héroïsme. C'est notre sujet de ce soir. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et enfin, notre ami Philippe Perlin, économiste, spécialiste du Bitcoin, éditorialiste. Il a toutes les casquettes possibles et imaginables. Comment ça va, cher Philippe ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, le sujet ? Le sujet, ça va être les prix planchers. On va revenir un peu au salon de l'agriculture. Une idée qui était considérée il y a moins d'un mois comme stupide par le ministre de l'Agriculture et que Macron a promis aux agriculteurs... un peu acculé, il faut le dire. Donc, acculé est-ce qu'il est vraiment acculé ? Je sais pas. J'ai pas l'impression il était vers un hostile. Donc il a lâché ça. Il a lâché ça comme on lâche un os à un chien. Mais voilà, mais il a pas. Mais bon, on verra que de toute façon c'est pas crédible et que ça fait partie des solutions. De toute façon, c'est dans l'édito. On en parlera après. Évidemment, mais voilà, on gâche pas la surprise. On va revenir là-dessus. Voilà. On gâche pas la surprise. On va parler de ça. C'est assez important malgré tout. Et je ferai peut-être encore une émission des agriculteurs. Je pense que j'en referai une, je ne sais pas quand. On va en reparler parce que le problème de l'agriculture n'est pas réglé. Oui, il n'est pas réglé, mais bon, je ne sens pas le mouvement non plus être très vaillant, si je puis dire. Là, à l'occasion du salon, il a quand même repris, il s'est quand même réveillé, quoi. Et Macron l'a quand même senti passer, quoi. Bon, voilà. Alors après, on va voir ce que ça va donner, mais les problèmes demeurent, ça c'est clair, ça c'est sûr. Hein. Donc, en tout cas, on en refera un spécial aussi agriculture, comme on a fait la première fois avec Sébastien Béraud. Bon, j'espère que les agriculteurs iront jusqu'au bout, comme ils nous l'ont dit ici sur ce plateau, mais bon, on ne sait jamais. Merci beaucoup, cher Philippe. Dites-moi, le 7 octobre, allez, on rentre, on met les pieds dans le plat. Oui. C'est une vraie attaque du Hamas pour vous ? D'abord, ce n'est pas le Hamas. Le Hamas était une des composantes, mais d'autres composantes de la résistance palestinienne se sont associées au Hamas. Et le Hamas lui-même, c'est à la fois des éléments de la résistance palestinienne et des éléments de la confrérie des frères musulmans qui ne sont pas du tout pour l'indépendance de la Palestine. Donc ce qu'on nous raconte, c'est une simplification qui ne permet pas de comprendre. Ensuite, cette attaque, elle a été annoncée un an auparavant. Le New York Times a raconté qu'il y avait un rapport sur le sujet un an auparavant. Et il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été données au cours des mois, jusqu'à ce que cet été, le ministre de la Défense israélienne a été renvoyé parce qu'il a insisté en disant il va se passer quelque chose de grave et on ne fait rien. Bon. Donc, le gouvernement israélien le savait longtemps à l'avance et en plus de ça, il l'a laissé faire puisque Benjamin Netanyahou a démobilisé les soldats et les policiers qui étaient à la frontière en leur disant qu'il y avait une fête religieuse, ils pouvaient rentrer chez eux et que les autorités de sécurité ont mis plusieurs heures avant de réagir, à tel point que vous savez que les premières images de cette attaque ont été diffusées par Associated Press et par Reuters environ à 7 heures du matin.
L'opération commence à 5h30, à 7h du matin. Mais les forces de sécurité israéliennes n'ont rien fait jusqu'à 13h. Donc à l'extérieur, on savait ce qui se passait, mais pas à l'intérieur. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, Oui, mais quand même. on dit souvent que cette frontière, elle est ultra protégée, qu'en effet, personne ne peut y rentrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas usurpé Vous avez bien vu que ça marche pas. Bon. Mais ça marche pas, parce qu'on avait enlevé le personnel qui était là. Donc ils l'ont vraiment enlevé? Mais oui. Ils l'ont enlevé. Et ça, comment on le sait qu'ils l'ont enlevé? C'est-à-dire, il y a des, Mais il y a toute il y a la des presse médias israéliens qui... Oui, tout. Parce que nous, ici, on n'a accès à rien du tout. Hein, ça, je Il peux vous le dire. faut regarder les médias israéliens. Il y a au moins Haaretz qui est en anglais, que vous D'accord. pouvez lire, parce que le reste, c'est vrai, en hébreu, ça n'est pas facile. Mais les médias israéliens, par rapport aux médias français, eux travaillent vraiment, ils enquêtent vraiment? Non. Non, pas plus? Non, mais Je pose une question candide. Hein. Non, mais il y a des choses qui surgissent ici et là. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert de cette opération. Et donc, ces gens-là veulent savoir. Mais comme toujours, quand il y a un grand traumatisme comme ça, dans un premier temps, les gens acceptent ce que leur disent leur gouvernement. Et puis après, ils commencent à réfléchir. Et là, ça fait 4 mois, donc maintenant, il y a des manifestations partout pour dénoncer ce mensonger. Particulièrement, samedi dernier, il y a eu des grandes manifestations contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et la police a répondu très brutalement. Maintenant, ce pays est en train de devenir un pays très autoritaire. Mais il y avait déjà des manifestations avant ce fameux 7 octobre pour la réforme judiciaire. Oui, mais jusqu'à présent, il y avait la moitié du pays qui défilait contre l'autre moitié. Mais jusqu'à présent, c'était tout à fait pacifique. Plus depuis vendredi soir. Comment vous l'expliquez? J'explique que le Premier ministre est acculé. Il doit absolument empêcher ses concitoyens de réfléchir. Donc voilà, il commence à censurer les médias et à tirer sur la foule. On a l'impression quand même que tout l'Occident, si je devais mettre Israël dans l'Occident, mais en expression, on a l'impression que justement les pays occidentaux virent vers une forme d'autoritarisme. On le voit déjà en France. D'ailleurs, sur les images, même au Salon de l'agriculture. Oui, mais il n'y a pas très longtemps, quand même, on a éborgné des gens dans des manifestations. Bon, moi, j'étais pas en France, mais de l'extérieur, c'était vraiment surprenant à observer. Ce pays prend une tournure autoritaire. Et quand je suis rentré en France, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que dans les bistrots, on ne parle plus de politique. Et finalement, il est impossible de discuter de politique avec des gens autour de soi. Alors, si vous rencontrez les gens en privé, ils ont tous une opinion. C'est pas que ça ne les intéresse pas, bien au contraire. Mais ils n'osent plus s'exprimer en public. Et ça, je ne l'avais vu qu'en Union soviétique. Voilà. Ils ont peur d'être jugés, d'être déclassés peut-être socialement aussi. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça, mais je le constate. Ça se passe pareil ailleurs ou c'est vraiment quelque chose qui est franco-français Je pense que ça se passe dans d'autres pays comme ça, mais c'est quelque chose qui ne concerne que l'Occident. C'est très bizarre de voir l'Occident prendre cette direction alors que le reste du monde prend l'autre direction. Comment on l'explique ça? Parce que je veux bien que on est un peu... Et l'Occident politique, c'est un ensemble qui défend des positions indéfendables. Donc, pour faire ça... Lesquels, par exemple? Vous trouvez que c'est normal de laisser massacrer des gens à Gaza? Vous trouvez que c'est normal d'avoir laissé pendant 8 ans massacrer des gens au Donbass? Non, c'est très cruel tout ça. Et donc, pour cacher ces crimes, et on dit des mensonges, et pour cacher les mensonges, on doit interdire aux gens de parler, etc., etc. C'est un enchaînement. Et est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe au Donbass avec ce qui se passe à Gaza? C'est la même chose pour vous? Non, ça n'est pas la même chose, mais ce sont les mêmes personnes. Vous savez que le problème
de l'Ukraine et le problème d'Israël, c'est exactement le même. C'est le même groupe qui est au pouvoir dans les deux cas et qui crée ce problème. Ceci remonte à 1922, quand l'Ukrainien Zeev Jabotinsky a créé avant qu'il ne crée le parti sioniste révisionniste, il a fait alliance avec les nationalistes intégraux en Ukraine. Des gens qui étaient par principe contre les soviétiques et pour les Allemands. Et donc, une fois qu'il s'est allié avec eux, ensemble, avec ces gens-là, ils ont massacré des dizaines de milliers de juifs. Ça a provoqué un drame au sein de l'organisation sioniste mondiale qui a demandé des explications à M. Jabotinsky, qui était un de ses administrateurs, et lui, il est sorti en claquant la porte. Voilà. Et après ça, il a mené son parti fasciste avec Mussolini. Il a créé le Bétar avec Mussolini dans la banlieue de Rome. Et Vladimir Zeev Jabotinsky, après, s'est installé aux États-Unis, parce qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient un État neutre. Et là, aux États-Unis, il a reçu longuement un professeur de philosophie allemand, Leo Strauss, qui est le fondateur de la référence des néoconservateurs aujourd'hui. Bon. Et ce monsieur Jabotinsky a pris comme secrétaire particulier Benson Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Vous voyez, tous ces gens-là ont vécu en circuit fermé pendant un siècle. Et aujourd'hui, nous voyons leur politique mise en œuvre, d'abord au Donbass, où ils ont tué 20 000 personnes pendant 8 ans. C'est quand même un gouvernement qui massacre sa propre population. Et nous avions le président François Hollande qui était garant des accords qui devaient arrêter ce massacre. Et il a dit lui-même, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit, qu'il avait fait exprès de signer ces accords et de s'en porter garant, non pas parce qu'il souhaitait la paix, mais parce qu'il voulait gagner du temps pour armer les Ukrainiens contre les Russes. Bon. Donc cette guerre-là, elle a été provoquée. Hein. Quand j'entends dire que les Russes ont envahi l'Ukraine, c'est grotesque. La France n'a pas envahi le Rwanda pour mettre fin au génocide au Rwanda. Et la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Elle a mis fin au génocide au Donbass. C'est pas du tout la même histoire. Bon. Après, ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, c'est la continuation de cette politique menée par un groupe ce groupe, on va le définir. Est-ce que c'est l'État profond? Non, mais dans chaque pays, il y a un État profond, mais il ne se définit pas de la même manière. Bon. Non, vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Parce que on me parle, tout me parle de l'État profond, tout le monde m'en parle. Oui. Mais j'ai souvent une définition différente de cet État profond. Oui. Alors, c'est pour pas perdre les gens, pour qu'ils arrivent à comprendre ce qu'est cet État profond. Bon. Alors, si on doit parler d'État profond, c'est un concept qui a été créé sur le modèle de ce qui est en Turquie, où les gouvernements sont renversés, mais la politique continue avec des gens derrière. Bon. Mais en France, on a eu un État profond sous Charles de Gaulle, où il y avait un groupe de hauts dirigeants économiques qui veillaient à la continuité de la politique et qui a d'ailleurs continué cette politique au-delà du retrait de Charles de Gaulle. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'État profond à propos des États-Unis, parce que c'est évident que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une politique qui est menée derrière celle que conduit le gouvernement officiel. Bon. Alors, pour l'État d'Israël, s'il y a un gouvernement profond, c'est certainement celui qui est derrière Benjamin Netanyahou. Or, Benjamin Netanyahou, dans son retour en politique, il a été aidé par un Israélo-états-unien qui était
le numéro 2 du Project for New American Century, les gens qui ont annoncé le 11 septembre. Voilà. Donc, vous tournez en rond, vous avez très peu de gens, c'est toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnages dans les différents pays. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Nommez-le peut-être. Nommez-le peut-être pour ne pas... Et c'est Elliot Abrams. Elliot Abrams, vous savez, c'est un monsieur qui a commencé en faisant le génocide des Mayas en Amérique latine, qui a continué en organisant l'Iran Gate. Vous savez ce que c'était que l'Iran Gate, hein, pour le compte prétendument du président Reagan, et qui aujourd'hui a financé l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahou et des suprémacistes juifs. C'est quoi, c'est-à-dire parler du sionisme, quoi. Mais, non, je ne parle pas du sionisme. Du suprémacisme. Non, parce que le mot sionisme, c'est un mot qui est interprété différemment selon oui, parce les qu'on ne sait pas si individus. c'est un mondialisme. Alors certains disent que c'est un mondialisme, d'autres disent que c'est un nationalisme. Alors, le sionisme, normalement, c'est un nationalisme juif. À l'origine, c'est cette idée-là. Et cette idée sioniste est une idée britannique. Ça n'a aucun rapport avec la communauté juive. Pendant très longtemps, les Britanniques ont voulu créer un État pour les Juifs, mais les Juifs ne voulaient pas. Je vous signale que la création de l'État d'Israël a été inscrite à l'ordre du jour de la conférence de Berlin au moment de la chute de Napoléon. Vous voyez, donc, et ça, c'est les Britanniques qui l'ont inscrit. Bon. Mais ça n'a pas été discuté, c'était juste à l'ordre du jour. Bon. Donc, ils ont essayé plusieurs fois d'amener cette réalisation, et ça ne s'est fait qu'avec Théodore Herzl. Et donc, progressivement, les communautés juives ont adhéré à ce projet, mais elles n'adhèrent pas toutes. Hein, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une sorte de renversement qui a lieu dans les communautés juives, et de moins en moins de juifs sont sionistes au sens littéral du terme. Alors du coup, qu'est-ce qui différencie ça de ce suprémacisme ? Alors, le sionisme de Théodore Herzl, c'était créer un État colonial quelque part. Alors bon, il a hésité à différents endroits. Finalement, la Palestine, c'est ça qui lui permettait d'être soutenu par de grandes communautés juives, mais il a envisagé d'autres endroits auparavant. Et je pense qu'il faut distinguer le sionisme originel du sionisme révisionniste de Jabotinsky. Le sionisme révisionniste, c'est un fascisme. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de juifs nazis, mais il y avait des juifs fascistes. Et ils ont d'ailleurs lutté contre les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle quand même que les hommes de Jabotinsky ont fait sauter le quartier général des Britanniques en Palestine, à l'hôtel King David. Ils ont tué tout le monde. Que par la suite, après la guerre mondiale, ils ont assassiné le ministre britannique des colonies et ils ont assassiné l'envoyé spécial des Nations Unies, le comte Folke Bernadotte, qui venait pour déterminer les frontières entre l'État juif et l'État palestinien. Ils l'ont tué carrément. Bon. Et donc, du coup, le projet final, d'après vous, qu'est-ce que c'est de ce suprémacisme ? C'est de prendre Gaza, d'aller plus loin encore Oui, évidemment, d'aller plus loin. Dans un premier temps, de prendre tous les territoires palestiniens. Mais les suprémacistes juifs, eux, se réfèrent à un projet beaucoup plus vaste, puisqu'ils disent prendre le territoire du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire prendre aussi le Sinaï égyptien, prendre une partie de la Jordanie, absorber le Liban, absorber la Syrie, une partie de l'Irak et une partie de l'Arabie Saoudite. Donc c'est un délire qui se fixe sur la définition de l'ancien empire assyrien. Alors, M. Indy parle de messianisme. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, mais je tiens à dire que ce messianisme, pour la plupart des suprémacistes juifs, n'a pas de rapport avec la religion. C'est un messianisme laïque, en quelque sorte. Laïque ? C'est-à-dire... Oui, parce que la plupart de ces gens-là n'ont aucune foi. D'accord.
Mais Marc, alors, qu'est-ce qui les rapproche, tous ces gens Les sionistes révisionnistes sont des fascistes. Quant aux sionistes tout court, ce sont des gens qui se sont trompés d'époque, puisqu'ils continuent à vouloir faire un État colonial. Donc pour vous, Israël, comment vous définiriez ce pays? D'abord, c'est un pays qui n'a pas de frontières. Donc, oui, c'est vrai, c'est la Constitution, ça, en plus. Non, c'est pas dans la Constitution. Il n'a pas de Constitution, il n'a pas de frontières. Voilà. Donc c'est un pays en théorie, mais personne ne sait ce que c'est vraiment. Mais c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on a dit, voilà, dans le titre, c'est Israël, État terroriste, point d'interrogation. Est-ce que ça vous confirmeriez? Non, alors là, ça ne me convient pas pour une autre raison, c'est que le mot terroriste est un mot qu'on utilise toujours pour décrédibiliser son adversaire. Donc voilà, si on dit qu'Israël est un État terroriste, ça veut dire qu'on ne prend pas Israël au sérieux. Mais ça ne nous dit pas ce qu'il fait, ça ne nous parle pas du massacre qu'il fait. Vous savez, le mot terroriste, on n'arrive jamais à le définir. Donc je préfère le mettre de côté. Quand vous parlez de massacre, c'est-à-dire que c'est défini par exemple par les conventions, ce qu'ils font c'est illégal par rapport au droit international? Ah mais complètement illégal. Et ils cachent ce qu'ils font en disant qu'ils veulent détruire le Hamas. Mais tuer 30 000 personnes, ça n'est pas lutter contre le Hamas, pas du tout. Il faut être aveugle pour penser une chose pareille. Alors du coup, comment auraient-ils dû s'y prendre s'ils avaient vraiment voulu tuer le Hamas? C'est-à-dire que ne pas faire de bombardement. Le Hamas, c'est eux qui l'ont créé. Hein? Oui. Donc au départ, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc les frères musulmans, c'est une confrérie politique. Il y a le mot musulman dedans, mais il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est une confrérie politique qui vise à rétablir le califat qui a été abrogé à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc leur but, c'est de créer un califat dans tous les États islamiques. C'est pas de créer un État palestinien. Mais lorsqu'ils ont créé cette branche en Palestine, le groupe de Benjamin Netanyahou a directement financé cette opération. Enfin, ils ont financé, mais ça aurait pu être un groupe qui leur échappe, un monstre qu'ils ont. C'est possible, hein? Oui. Je dis ça de façon candide. Oui, non, mais c'est. Parce que je veux entendre votre réponse. Alors, si ce groupe leur avait échappé, ils auraient effectivement combattu des dirigeants de la confrérie des frères musulmans en Palestine. Et ça, ils ne l'ont pas fait, même dans les derniers jours. Au contraire, le Premier ministre a lancé des opérations pour assassiner les dirigeants du Hamas qui s'étaient révoltés contre les frères musulmans. Vous savez, on a assassiné le numéro 2 de la branche politique du Hamas au Liban. En fait, ce monsieur avait rejoint la résistance palestinienne et il avait dit des horreurs sur la confrérie des frères musulmans. C'est pourquoi il avait été expulsé du Qatar et il s'était réfugié au Liban. Donc on tue ces gens-là, mais on ne tue pas les responsables des frères musulmans. Merci à vous, cher Thierry Messant. On va passer là au grand débat avec tous les intervenants autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Au commencement était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.